Bernard, je te laisse présenter Nombre d'entre vous connaissent le professeur Benoît Langelet. Je crois qu'il a eu l'occasion de se manifester au cours de grandes conférences devant les uns et les autres. Je voudrais simplement dire que Benoît a été l'un des acteurs aussi de la première allotransplantation de tissu composite au niveau du visage. Il vous racontera peut-être sa première rencontre avec Jean-Michel Dubernard. Et puis, il est professeur de chirurgie plastique à l'hôpital Saint-Luc, à l'université de Louvain-la-Neuve, et il est également responsable de l'anatomie, ce qui me renvoie un petit peu au discours de Paul Valéry, qui avait été invité en octobre 1938, si je ne m'abuse, par Henri Mondor. Et je vous invite à lire, alors autre chose, c'était la correspondance entre Céline et Henri Mondor à propos justement de l'importance de l'anatomie. Benoît. Bonjour à tous. Peut-on m'assurer que mon écran est partagé simplement? C'est parfait, je vous remercie, monsieur. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Messieurs les modérateurs, chers collègues, c'est avec honneur et non sans émotion que je prends ici la parole à votre tribune, répondant à l'aimable invitation de Xavier Martin et Bernard de Vauchel qui ont souhaité qu'en hommage à l'œuvre de Jean-Michel Dubernard, que j'ai eu l'insigne privilège de côtoyer, je puisse ouvrir ici pour vous, dans la suite de sa pensée, une issue imaginaire à la chirurgie d'allotransplantation. Reposant aujourd'hui sur des prémices tangibles, celle-ci intéresse la fabrique d'organes visibles et invisibles. Mettant en perspective la destinée des avancées chirurgicales diverses auxquelles il avait pu contribuer, Jean-Michel Dubernard aimait se référer à l'iconographie du mythe du Minotaure, tel que l'avait représenté Pablo Picasso, au centre de cette composition magistrale, où évolue une créature chimérique, mi-homme, mi-taureau, à l'énergie extraordinaire, portant dans ses bras une jument pantelante figurant la souffrance humaine et rencontrant sur son chemin nombre de fragments anatomiques épars tels que mains et visage. Cette figure du Minotaure n'était-ce pas en définitive la plus juste synthèse de son caractère et de son imaginaire que Max nous invitait là à considérer? Celle peut-être que la légende mémorielle est invitée à retenir symboliquement de son œuvre chirurgicale, menée aux diverses frontières du possible qu'il n'aura eu de cesse de bousculer et de franchir, tel le fils de Minos, cherchant autrefois à s'évader des circonvolutions du labyrinthe où Dédale et les conventions l'avaient enfermé. Alors qu'il composait ce tableau, Pablo Picasso écrit « Je peins contre les œuvres qui ont compté pour moi, non pour les détruire ou pour renier les maîtres qui les ont créées, mais plutôt pour les élever. Il faut inventer sans cesse ce qui est à faire et oser faire ce que le mythe n'a jamais osé rêver. Il en va ainsi de l'intuition chirurgicale comme de l'impulsion créatrice chez l'artiste, l'instinct chirurgical, en obéissant à l'impérieux devoir d'agir, ne peut promouvoir le progrès qu'en s'autonomisant des dogmes du passé. L'idée même de la transplantation qui transgresse la barrière biologique des identités est emblématique de cet esprit de rupture. Faisant écho aux mots de Lamartine sur les 100 jours, elle procède de l'éternelle tentation de l'impossible. Sur le plus petit dénominateur commun de l'anastomose vasculaire hérité d'Alexis Carrel, après les greffes invisibles d'organes cachés, les greffes de main et la première greffe de visage ensuite, on fait entrer définitivement dans l'univers du possible la chirurgie restauratrice de l'identité, avec dans le champ du visible les résultats morphologiques et fonctionnels remarquables
ils ne tardèrent pas à assurer auprès des pairs la légitimité des allogreffes de tissus composites. Cette expérience noble, conçue dans l'esprit de la méthode expérimentale de Claude Bernard, eut pour effet collatéral de démontrer dans le domaine des neurosciences que la défiguration est associée à un dommage cortical où la main compense à la faveur de la plasticité cérébrale le visage disparu et où la greffe ensuite efface la blessure corticale grâce à la restitution par les anastomoses nerveuses de la relation morphogénétique qui existe entre le visage et le cerveau. Comme quoi, d'une rupture épistémologique née d'un geste sanglant où la main du chirurgien échange deux visages, s'ouvre pour la science une fenêtre providentielle sur l'univers caché de la relation fonctionnelle en miroir qu'entretiennent à la surface corticale du cerveau la main et le visage. Toutefois, en dépit de ces résultats remarquables, en 15 années, seules 45 transplantations faciales ont été réalisées de par le monde, ce qui est peu. En outre, une évidence d'adversité significative s'est fait jour. Si l'on contrôle en effet aisément les rejets aigus de nature cellulaire par les traitements immunosuppresseurs traditionnels, presque tous les greffons composites, mains et visage inclus, font l'objet d'un rejet chronique de nature humorale, dirigé contre l'endothélium vasculaire, qui engendre des nécroses segmentaires des tissus greffés et qui ont nécessité, dans plusieurs cas déjà, des retransplantations. Face à ce constat où, tel le Minotaure, nous semblons enfermés dans l'enceinte infranchissable des barrières du labyrinthe de l'immunité, pouvons-nous imaginer une voie alternative qui permette d'en contourner durablement les obstacles? En d'autres mots, pourrions-nous suivre un fil d'Ariane imaginaire au gré duquel, succombant à une nouvelle tentation de l'impossible, nous pourrions créer des greffons de mains et de visages allocompatibles, et partant, serait-il envisageable d'étendre le concept à une fabrique d'organes qui serait universelle? C'est donc la question de la fabrique imaginaire d'organes comme une issue à la chirurgie de la transplantation que nous allons traiter ici. Le procédé de cette transformation qui s'apparente à une transsubstantiation biologique est connu. Il a été décrit par Doris Taylor et appliqué sur des petits modèles animaux de cœur ou de rein. L'organe choisi est perfusé par son pédicule vasculaire à l'aide d'une solution de détergent qui le débarrasse de tous ses éléments cellulaires et donc de tous les déterminants antigéniques du soi. Il reste ainsi de l'organe uniquement sa matrice extracellulaire avec ses éléments fibrillaires et trappés entre eux des facteurs de croissance, ici représentés en vert, et des vésicules matricielles. L'étape ultérieure consiste à infuser par le pédicule vasculaire des cellules souches du sujet receveur lui-même ou des cellules pluripotentes issues de banques allocompatibles qui, en contact avec la matrice extracellulaire et les facteurs de croissance, se différencieraient donc de façon appropriée pour régénérer l'organe bioconstruit. Voici donc qui bouleverse le paradigme de la chirurgie de transplantation où l'organe du donneur est greffé chez le receveur avec le support d'un traitement anti-rejet. La fabrique d'organes y ajoute une étape supplémentaire in vitro où, dans le bioréacteur, l'organe est décellularisé puis recellularisé de façon à être allocompatible et donc durablement toléré après la greffe sans traitement immunosuppresseur. Appliquer ce principe à la main et plus encore au visage est une gageure. Relever ce défi nécessite que la fabrique d'organes s'approche en décomposant l'objet de la transplantation en sous-unités élémentaires. Ainsi, dans la fabrique du visage, faut-il séparer entre elles les unités dites morphologiques comme le nez et les oreilles dont le tissu dominant est le cartilage ou les sous-unités fonctionnelles comme les lèvres ou les paupières dont le tissu dominant est le muscle. En termes d'ingénierie tissulaire, en effet, qui peut fabriquer une oreille peut faire un nez, qui peut fabriquer une paupière peut faire une lèvre, et qui pourrait fabriquer isolément nez et lèvres pourrait ensuite techniquement fabriquer un visage partiel, voire un visage entier.
Abordons donc cette question par le modèle élémentaire de l'oreille, qui, chacun s'en souvient, est depuis les années 80 le modèle emblématique de l'ingénierie tissulaire popularisé par Joe Vacanti à Boston. Modèle resté toutefois sans aucune application clinique 4 décennies plus tard, et pour cause, cette oreille d'apparence humaine, construite sur le dos d'une souris nue, est faite exclusivement de tissu murin et, dépourvue de tout pédicule vasculaire, elle n'est pas transplantable. Prenons donc, à titre d'exemple, une oreille cadavérique humaine pourvue cette fois de ces 2 pédicules vasculaires et perfusons par l'un d'eux en bioréacteur à flux pulsé des détergents. Au terme de 5 jours, on obtient ainsi un greffon matriciel blanc dont la structure morphologique est parfaitement préservée. Pour étudier ce qui s'y passe biologiquement, répétons l'expérience sur un modèle auriculaire porcin, animal par excellence, utilisé en transplantation expérimentale. Au terme de la perfusion, l'oreille garde la même apparence et une parfaite structure, mais l'artériographie y démontre la parfaite préservation de son arbre vasculaire. À l'histologie, les cellules ont disparu de tous les tissus, depuis la surface cutanée jusqu'à la profondeur cartilagineuse. Ce greffon n'est dès lors plus une oreille, mais en quelque sorte un fantôme d'oreille, avec toutefois une caractéristique remarquable et cruciale, il a gardé son pédicule vasculaire et, en restituant la synapse vasculaire, ce greffon est donc transplantable. En voici la preuve avec cette image de revascularisation in vivo. Le sang circule dans un réseau de chenaux vasculaires dont les parois n'ont plus de revêtement endothélial, mais gardent une basale continue de collagène de type 4 avec du facteur de von Willebrand et du CD31. En outre, le greffon décellularisé est bel et bien allocompatible, car quand on l'implante par fragment dans un port discordant, par comparaison au contrôle qui engendre une sécrétion franche d'anticorps IgG-IgM, la réponse immunitaire est éteinte, alors que simultanément le greffon décellularisé fait l'objet d'un remaniement vasculaire. Mais il y a plus. Tous les composants matriciels comme le collagène, l'élastine, les glycosaminoglycanes y sont quantitativement largement préservés, avec en corollaire le maintien de ses propriétés mécaniques tant pour la peau que pour le cartilage, alors que l'immunofluorescence démontre également la persistance dans sa matrice extracellulaire de facteurs de croissance comme le TGF-bêta ou le VEGF. Enfin, la matrice extracellulaire, ici colorée en vert, accepte à sa surface un ensemencement de cellules souches, colorées ici en bleu, qui survivent, s'y multiplient, que le socle de l'ensemencement soit une matrice extracellulaire dermique, cartilagineuse ou graisseuse. Sur cette évidence acquise, le but n'étant assurément pas de produire des appendices porcins à greffer chez l'homme, revenons donc à notre oreille humaine. La voici immergée dans son bioréacteur et perfusée au gré d'une pompe à galets à l'aide de SDS jusqu'au décollement de l'épiderme qui annonce une décellularisation de son revêtement cutané. Sur les greffons humains, la graisse est omniprésente et nécessite une étape de perfusion supplémentaire à l'isopropanol qui élue les lipides et complète le processus de décellularisation, comme en atteste ici la coloration au rouge soudain. La clearance des cellules et des antigènes est complète, le contenu en ADN est réduit de 99%, seul reste des brins courts d'acide nucléique, alors que la matrice extracellulaire reste, elle, parfaitement préservée. Il en va de même de tous les facteurs de croissance, dont on voit ici une cartographie de préservation détaillée dans les différents tissus. Celle-ci montre, en regard de la zone ombrée, que le maintien des facteurs de croissance et de différenciation intéresse surtout la superfamille du TGF-bêta et est le mieux garanti dans le tissu adipeux, avec pour conséquence une différenciation spontanée vers les adipocytes matures des cellules souches mésenchymateuses greffées in vitro à la surface
de ces segments de greffons décellularisés. Enfin, lorsque ces mêmes cellules souches sont infusées en bioréacteur par le pédicule vasculaire du greffon matriciel, elles s'y distribuent largement dans le compartiment interstitiel en quittant les vaisseaux après avoir largement tapissé et donc régénéré les parois endothéliales. L'expérience montre ainsi que la voie vasculaire peut être utilisée pour recellulariser les compartiments internes du greffon matriciel. Celui-ci, après recellularisation élémentaire, peut ensuite être réimplanté in vivo et sur l'animal épariné, il se revascularise et circule normalement durant plusieurs heures. Voici donc en 2 images comparées l'état actuel du progrès accompli en matière de fabrique d'organes qui rend tangible, à l'état de preuve de concept, son statut d'étape ultérieure possible à l'allotransplantation composite vascularisée. Dans l'expérience initiale de Joe Vacanti, la souris nue portait sur son dos la maquette approximative d'une oreille d'apparence humaine faite de tissu mourin et non transplantable. Aujourd'hui, nous pouvons produire un greffon auriculaire humain de forme parfaite, vascularisé, transplantable et allocompatible. Qui peut le moins, peut le plus, et dès lors la technique ici rapportée peut être appliquée avec un incrément de complexité à la greffe partielle du visage sur le modèle historique du greffon facial dessiné sur mesure il y a 15 ans pour Isabelle Linoir. La séquence comprend un rinçage au sérum épariné, une perfusion de SDS, puis à l'eau désiodnisée et au triton X, suivi par l'étape de dégraissage au propanol et par un rinçage au PBS et à la DNase qui finit par rompre les brins résiduels d'ADN. La procédure dure 10 jours et nécessite 140 litres de perfusion. Au terme de celle-ci, la préservation morphologique du greffon est parfaite jusqu'à l'échelle mésoscopique et celui-ci peut être remis en circulation sur l'animal receveur d'expérience avec une séquence de revascularisation qui rappelle point pour point avec la même cinétique celle observée lors de l'émouvante restauration du flux et partant de l'élan vital dans le transplant inaugural offert à Isabelle Linoir. À l'échelon ultime, la fabrique d'organes peut même s'appliquer au visage entier avec une préservation identique de sa structure et de son architecture vasculaire, qui autorise ensuite à transplanter le masque matriciel sur le squelette crânio-facial et à le revasculariser de façon virtuelle. La recellularisation ordonnée d'un tel greffon nécessite, en raison de sa trop grande complexité structurale, un nouveau retour expérimental en arrière à l'échelle élémentaire de la sous-unité labiale. Stérilisé, placé en bioréacteur sur le pédicule artériel labial, puis dans un incubateur au CO2. Des cellules souches aortiques sont injectées par la ligne artérielle, des myoblastes sont dispersés par micro-injection dans le muscle orbiculaire et des kératinocytes sont ensemencés sur la surface dermique. La réendothélialisation est l'étape critique de la recellularisation. Elle couvre parfaitement la paroi des capillaires ainsi que les parois vasculaires de petit, moyen et gros calibre. La fabrique d'organes n'en est pas pour autant accomplie. Le processus de recellularisation, selon l'ensemble architecturé des différents tissus mélangés dans chaque organe, est en effet très complexe et nécessite dès lors une approche graduelle basée sur l'étude de modèles animaux d'abord, humains ensuite, correspondant tous à un niveau de complexité anatomique et tridimensionnelle croissante, mais aussi à des indications cliniques potentielles, bien qu'à ce stade encore lointaine. La valve cardiaque permet ainsi d'étudier la restauration d'un endothélium continu fonctionnel avec la perspective d'un remplacement valvulaire sans anticoagulation. Le modèle osseux antibrachial étudie la recellularisation et le remaniement
d'allogreffe osseuse revascularisée. Le modèle splénique permet d'envisager la reconstruction d'un organe capsulaire simple, vecteur de cellules endocrines. Le modèle gastrique approche la bioconstruction d'un viscère tubulaire composite utile à la reconstruction des atrésies digestives. Chez l'homme, la reconstruction de la plaque aréolo-mamelonnaire décellularisée étudie la restauration d'une surface cutanée d'architecture complexe utile à la reconstruction mammaire. Le fascia lata et le périoste vascularisés, recellularisés à l'aide de cellules souches ostéogéniques peuvent traiter biologiquement, comme la membrane induite de masquelé, des pertes de substances osseuses. La colonne digitale, enfin, constitue le modèle ultime d'un allotransplant composite fonctionnel d'architecture tridimensionnelle complexe. Et tout naturellement, ainsi, le doigt décellularisé nous ramène à l'avenir imaginaire de l'allogreffe de main. Son double pédicule artériel sécurise sa bioconstruction et sa transplantation ultérieure. Une fois décellularisé, l'expérience biomécanique montre que tous ces chaînons articulaires et tendineux de la fonction extrinsèque sont parfaitement fonctionnels, tant en flexion qu'en extension. Ceci démontre que dans le doigt comme dans la main, une partie significative de la fonction est strictement liée à la matrice extracellulaire et non comme dans le visage ou les viscères, à des fonctions qui sont portées par des éléments cellulaires vivants. Seule une raideur modérée affecte ce fantôme digital. Sa revascularisation, à l'opposé, est aisée et complète, aboutissant à un retour veineux immédiat et à un remplissage rapide du réseau capillaire sous-dermique, facile à observer vu l'absence de couverture cutanée sur le greffon matriciel. Comme en clinique, on peut y mesurer la saturation périphérique et y effectuer ensuite une incision pulpaire pour obtenir un beau saignement capillaire. Le doigt recellularisé en bioréacteur constituerait dès lors une porte d'entrée clinique idéale, aisément réversible en cas de complications ou d'échec dans une réalité incarnée de la fabrique d'organes. Dans la foulée, la bioconstruction à l'échelle augmentée de la main entière pourrait être envisagée. Des prototypes de bioréacteurs bicompartimentaux pour sa recellularisation ont déjà été expérimentés. En guise de dernière perspective, envisageons enfin ce modèle qui approche la tentative de bioconstruction d'un organe endocrine. La stratégie expérimentale détourne ici à notre profit l'architecture capsulaire simple de la rate murine et son réseau vasculaire porte. Une fois décellularisée, la rate fait l'objet d'une double recellularisation sélective par voie artérielle. On y infuse des cellules de type UVEC destinées à couvrir uniformément les parois internes du compartiment vasculaire. Dans le compartiment parenchymateux interstitiel, on réalise simultanément de multiples micro-injections de cellules MIN6 destinées à y régénérer les îlots pancréatiques. Après 5 jours de perfusion en bioréacteur, le réseau vasculaire intraparenchymateux est couvert d'un endothélium vivant, dont les noyaux sont ici colorés en bleu, et fonctionnel, comme le démontre le marquage rouge au CD31. Il en va de même pour les îlots de Langerhans élémentaires, dispersés entre les boucles vasculaires, qui sont eux aussi vivants, échelle nucléaire, et présentent un marquage cytoplasmique pour l'insuline. La rate ainsi détournée de sa nature est devenue en quelque sorte un pancréas endocrine élémentaire. Celui-ci est bel et bien fonctionnel car il réserve une réponse insulinique proportionnelle à la perfusion glucosée par le pédicule splénique. Ainsi se construit donc pas à pas, de modèle en modèle, une nouvelle fabrique du corps humain qui, à 5 siècles de distance, fait écho à la Fabrica d'André Vézal, ouvrage transgressif par lequel l'auteur, bousculant les dogmes de Galien, s'opposait à son maître Silvius et jetait les bases de la médecine opératoire moderne. Comme l'antique Fabrica à l'époque de la Renaissance,
la nouvelle fabrique d'organes du troisième millénaire reste aujourd'hui incomplète, parsemée d'approximations, d'incertitudes et probablement de beaucoup d'erreurs. Elle a pour seule ambition de jeter des jalons vers le futur qui tendent la main à l'essor d'une chirurgie qui ne serait plus uniquement restauratrice, mais régénératrice. Paraphrasant Paul Tessier, nous pourrions dire que tout ce qui a été étudié et démontré ici est nécessaire, mais pas suffisant pour atteindre le but ultime poursuivi qui sera in fine de s'autonomiser du devoir présent de prélever des tissus et des organes sur un donneur, qu'il soit vivant ou cadavérique, en imaginant de produire ces éléments par synthèse ou bioprinting. C'est la maquette matricielle actuellement obtenue par décellularisation qui devrait faire l'objet de cette construction synthétique. Toutes les données morphologiques, biologiques et technologiques récoltées ici ne sont donc que des milestones qui pavent et jalonnent humblement le très long et patient chemin d'un avenir scientifique en devenir. Avant de conclure, j'aimerais partager enfin avec vous cette observation amusante qui ouvre un questionnement fondamental sur le sens de nos gestes et sur les ressorts cardinaux de notre identité qu'ils sollicitent. Lorsque nous avons décellularisé des colonnes digitales, nous avons pris en effet à l'encre une empreinte digitale pulpaire de chaque spécimen, répétée ensuite sur le doigt matriciel en fin de préparation. Les empreintes ont été données ensuite à examiner à un expert indépendant de la police criminelle qui a systématiquement trouvé plus de 10 points de correspondance, ce qui en matière de preuves en criminologie judiciaire est considéré à la fois plus sensible et plus spécifique qu'une correspondance ADN. Or, ce doigt matriciel dont le dermatoglyphe est démontré parfaitement inaltéré a perdu 99% de son contenu ADN et ses antigènes d'histocompatibilité y ont complètement disparu. Ce qui revient à dire que dans le modèle de notre fabrique d'organes transplantables, l'identité morphologique est préservée, mais que l'identité biologique est abolie. Toutes ces données scientifiques ne peuvent manquer de questionner notre conscience comme l'avaient fait déjà les premières greffes de mains et de visage, dont on se souvient ici du débat éthique parfois houleux que chacune de ces ruptures épistémologiques a soulevé à la fois dans le grand public et même dans la communauté médicale divisée. Constituant autant de césures successives, ces pas en avant furent avant tout le fruit d'une volonté opiniâtre et persévérante d'innovation, mais aussi du réel génie mis par Jean-Michel Dubernard à agréger entre eux, au gré de la rencontre provoquée des univers, les talents complémentaires des différentes spécialités médicales et chirurgicales dont les projets convergents rendaient techniquement envisageable ce qui, à défaut d'évidence, semblait cependant scientifiquement impossible et dès lors éthiquement contestable. En réalité, ces césures éminemment émotionnelles ont démontré dans l'univers du visible la déclinaison du soi en 4 identités fondamentales dont la transplantation révèle par l'expérimentation sanglante le mystérieux mélange. On y distingue d'abord l'identité biologique qui est portée, entre autres, par nos acides nucléiques, nos antigènes d'histocompatibilité. On y distingue ensuite notre identité morphologique que révèle notre apparence, la photographie d'identité de notre visage, nos empreintes digitales, l'image agrandie de notre iris. S'y ajoute ensuite notre identité existentielle liée à notre histoire individuelle qui se décline, comme depuis toujours, dans la littérature, dans les biographies, depuis la guerre des Gaules jusqu'à une terre promise, en passant par le mémorial de Sainte-Hélène ou les mémoires d'outre-tombe. L'identité symbolique, enfin, nous attache tous à une histoire collective, celle d'une nation, d'une civilisation, au mieux d'une culture, qui se doit de porter des valeurs universelles. En greffant mains et visages, le chirurgien contemporain ne peut mésestimer les leviers de ces identités qu'il sollicite et soulève et qui s'efforce de préserver entre elles un équilibre ténu mais stable.
De même, la fabrique d'organes nous inscrit dans les circonvolutions d'un labyrinthe reposant sur ces 4 piliers identitaires. Comme le Minotaure, nous en semblons encore aujourd'hui prisonniers. Si la voie de la transplantation suivie ici, à rebours dans les pas de Thésée, ne nous délivre pas, comme le Minotaure, des murs de ce dédale, la voie de la fabrique d'organes ne relève-t-elle pas précisément de celle imaginée par Dédale pour s'échapper du labyrinthe qu'il avait lui-même construit? Cette voie nous amène à prendre de la hauteur, avec humilité, prudence et mesure toutefois. Avec cette nouvelle tentation de l'impossible pourrait s'éveiller en effet dans certains esprits le rêve d'Icare dont la destinée prémonitoire fut hélas déjà illustrée par l'avortement malheureux et précipité de l'aventure suédoise des allogreffes de trachées décellularisées qui ont fragilisé jusqu'à l'Institut Nobel lui-même. Voici quelques années l'hebdomadaire Time Magazine rapportant comme un événement d'exception une énième greffe de visage effectuée à l'ombre de la bannière étoilée, a voulu couronner celle-ci sous le titre tapageur et quelque peu abusif The Transplant Revolution. En réalité, c'est d'une évolution et non d'une révolution qu'il s'agit ici, car les allotransplantations de tissus composites, nous l'avons montré, ne constituent qu'une étape d'un processus évolutif où la technique chirurgicale ne fait que suivre humblement les progrès de la science fondamentale auxquels les chirurgiens se doivent de contribuer. Au terme de cet exposé, certains parmi vous penseront peut-être que tout ceci relève du rêve éveillé, romantique sans doute, comme la tentation de l'impossible de Lamartine. Une tentation à l'issue résolument infiniment lointaine. Et bien sûr, ils auront raison. Mais nous pensons que l'avenir est un rêve qui transcende le passé et qui se prépare au présent et qu'ils font dès lors des rêveurs de l'impossible pour que ce qui reste aujourd'hui un sujet de science-fiction devienne demain un fait de science. J'ai sobrement la faiblesse de penser, vu le chemin qui reste à accomplir, que notre génération ne verra probablement pas ce rêve imaginaire se concrétiser, mais que celle de nos élèves lui donnera corps au propre comme au figuré. À nous, chirurgiens et maîtres, revient le devoir d'ouvrir les portes de l'histoire à tous ceux qui, dans notre sillage, auront la volonté de mettre en partage l'intelligence du geste des uns et l'élégance de la pensée des autres au service d'une œuvre commune de science et d'humanité. En guise de conclusion, permettez-moi d'emprunter la métaphore offerte par ce tableau du maître Leonardo da Vinci, vendu aux enchères en 2017 par la maison Christie's à New York. Cette toile d'un portrait intitulé Salvator Mundi, où les mains et le visage attirent irrésistiblement le regard, est l'œuvre d'art la plus chère de l'histoire de l'humanité, adjugée à 550 millions de dollars. Elle fit polémique parmi les spécialistes qui n'avaient pas manqué de constater que près de 40% de la couche picturale était recouverte d'un vernis très récent et de pigments luminescents aux ultraviolets, n'existant jamais sur les œuvres de la Renaissance. Alors, un faux, le tableau le plus cher de l'histoire de l'art? Non. L'œuvre est bien de la main du maître florentin décédé voici presque 5 siècles exactement à Amboise, dans les bras, dit-on, de François Ier. Mais effectivement, dans les antiques chancy posés par Léonard sur la toile, patiemment lissés dans sa trame comme lui seul savait le faire, la main discrète d'une restauratrice contemporaine, florentine elle aussi, était venue combler patiemment des lacunes picturales apparues avec l'âge. De même, notre fabrique d'organes est bien à l'image du Salvator Mundi, 60% empruntés au génie de la nature, 40% y attendent encore le génie de la science pour revenir à la vie.
Le but poursuivi ici n'est pas celui d'une humanité augmentée, mais bien plus simplement celui de répertorier les plans biologiques des briques élémentaires de la fabrique du vivant, afin que les générations futures puissent les assembler ensuite pour reconstruire les malades. Osons penser, avec le doux message d'un sourire venu de l'autre côté du miroir de l'existence, que cette issue vers le possible aurait pu s'inscrire dans l'imaginaire fertile de celui qui incarna pour nous l'éternelle tentation de l'impossible. La fin de Jean-Michel Dubernard fut singulière. Minotaure, il aurait dû, pour que sa légende fût complète, être vaincu par quelques Thésée au terme d'un combat héroïque. En réalité, il y a bien longtemps qu'il s'était affranchi des murs du labyrinthe, ayant compris que les héros véritables sont ceux qui ancrent leur combat, non dans le mythe ou dans la contemplation de leur propre gloire, mais dans la réalité collective et la volonté d'un progrès universel. Après avoir parcouru le monde en tous sens, chevauchant des frontières de l'Occident à celles de l'Orient, faisant partout honneur à la bannière de la chirurgie française et aux valeurs que portent ses couleurs, c'est enfin à la jonction des deux mondes, devant les murs de l'antique Constantinople que tel un chevalier d'autrefois, le cœur transpercé par une flèche invisible, il mit humblement un genou en terre pour ne plus se relever. Dans Les chaînes qu'on abat, André Malraux évoque une conversation avec le général de Gaulle au sujet de celui qui se fit à la fois l'emblème et l'interprète de la volonté propre à l'esprit français, qui refuse de considérer comme une fatalité le constat de l'impossible. Évoquant le personnage de l'empereur dont il s'agissait, Malraux avance. Chez ces personnages surhumains, la force de création légendaire prend la place de l'âme. Se référant à son œuvre et aux controverses qu'elle souleva, le général lui répond « Envers et contre tout, il fallait de l'audace, le courage et la détermination de faire ce qu'il a accompli. Ne marchandons pas la grandeur. » Humble élève, venu de la terre où l'aigle termina son vol, et donc non suspect d'esprit partisan, l'orateur qui conclut ici l'hommage à Jean-Michel Dubernard par ces deux citations, et qui, en toute chose, s'applique à lui, notre maître, collègue et ami disparu. Que ces phrases s'identifient aux souvenirs émus que Jean-Michel Dubernard laissera durablement dans la mémoire de nos existences éphémères, mais aussi dans celle éternelle de l'Académie. Nous pensons marcher sur les cendres de nos morts, écrit le comte de Vaugué. En réalité, plus légère que nos souvenirs, moins lourde que notre peine, elle nous enveloppe et nous entoure avec bienveillance, d'une persévérante source d'admiration qui guide à jamais notre imaginaire. Lorsqu'un chevalier français tombe, il se trouve toujours autour de lui mains écuillées pour reprendre ses armes et relever ses couleurs. Le Minotaure ne meurt pas, il se perpétue dans le mythe auquel son âme a donné à voir le temps fugace de son existence, un corps visible et l'invisible vitalité de son esprit. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, merci beaucoup, Benoît Langelet. Pour des raisons d'organisation, hein, oui, s'il y a une question, parce que je pense que le texte va de toute façon être reçu, recueilli ici au sein de l'Académie. Voilà. Il est impossible de poser une question sur le remarquable exposé que vient faire notre ami. Je voudrais juste poser une question très technique sur le plan pratique. Monsieur Langelet, si vous pouvez me répondre. Quand on décellularise, on revient à des choses beaucoup plus terre à terre, je m'en excuse. Quid des terminaisons nerveuses de ces doigts
décellularisés et revascularisés. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur l'évolution des nerfs et de la sensibilité de ces futurs transplants? Alors, on a étudié le transplant nerveux de façon élémentaire, je n'en ai pas parlé ici. Donc, on garde, si vous voulez, toute la matrice, c'est-à-dire toute la structure collagénique de l'épinèvre ou du périnèvre. Bien sûr, on n'a pas l'endolèvre. Ce nerf est vascularisé, donc on peut le revasculariser. Et c'est comme sur une greffe de main ou une greffe de visage. Les axones, les dendrites sont invités à repousser dans les gaines des complexes axo-schwanniens de manière à atteindre la périphérie motrice, qu'elle soit sensible, la périphérie, qu'elle soit sensible ou motrice. Donc, ce que l'on greffe, c'est un câble, comme quand on fait une greffe nerveuse non vascularisée en microchirurgie reconstructrice. Merci beaucoup de ce très brillant exposé.